Quel avenir pour l'humanité? Quel avenir pour l'humanité? Des leviers de vitalité. Posé dès 2015 face au transhumanisme, à l'IA, à ChatGPT et à la fascination numérique, il est temps de nous poser la question de ce que nous souhaitons comme humanité actuelle et à venir. C'est en clarifiant qui nous sommes et vers quel type d'humanité nous souhaitons nous diriger que nous pourrons prendre les décisions pertinentes pour aujourd'hui et demain. Altercop a tenté de répondre à cette question en interviewant de nombreux acteurs aux profils divers afin d'apporter, comme un kaléidoscope, leur regard pluriel sur cette question centrale. Bonjour Pascal. Bonjour. Je souhaitais t'interviewer pour connaître un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui, et puis le lien avec la rubrique qui nous occupe, Quel avenir pour l'humanité. Donc on va commencer, si tu veux bien, par ta bio. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de toi ? Alors, j'ai certainement un parcours atypique, puisque j'ai commencé dans la biologie. Donc je suis quelqu'un qui s'intéresse d'abord au vivant, et non pas à la technique, ce qui va expliquer un certain nombre de mes positions intermédiaires d'ailleurs. Donc un parcours dans la biologie, un parcours dans le monde de l'économie et un engagement qui date depuis que je suis certainement très petite, un engagement pour essayer de faire valoir des idées et une société meilleure. Et donc l'engagement politique qui a été le mien, qui est très tôt en fait, qui arrive à, je crois, autour de mes 20 ans, va me conduire progressivement à porter les sujets de société avec toujours ce prisme du biologiste que je suis. Et puis arrive la révolution numérique, arrivent tous ces objets qui sont techniques ou technologiques, et toutes les transformations, d'abord dans le monde économique, c'est ce que je vais regarder, et puis dans le monde public. Et donc progressivement, je vais devenir, parce que je suis élue d'une collectivité territoriale, parce que j'ai les mains dans le cambouis, comme on dit, je suis quelqu'un qui fait, je vais faire avec le numérique et je vais regarder comment les autres font avec le numérique. Donc je suis une praticienne et également quelqu'un qui va étudier et regarder pendant 15 ans les pratiques, l'ensemble des pratiques sur les territoires, dans les villes, dans les collectivités, les départements, les régions au sens large et puis l'État. Et de cela, je vais, avec d'autres collègues, passer un petit peu à la moulinette les expériences ou les expérimentations qui fonctionnent, et puis celles qui ne fonctionnent pas. On va retenir bien sûr celles qui fonctionnent, et on en fait ensemble un ouvrage récemment pour traiter de cette fracture, de ceux qui voient le numérique comme étant un levier, une transformation, une mutation. Je vais parler de mutation, parce que la mutation, c'est issu du vivant. Les mutations, c'est Darwin, c'est lorsqu'on explique qu'il y a des contraintes qui s'exercent et que le système du vivant évolue pour perdurer. Et donc dans ce cas-là, si on applique la théorie darwinienne à ce que l'on vit, aux sociétés, c'est des territoires de vie dans lesquels les hommes et les femmes sont sous contraintes. Alors il y a les contraintes économiques qu'on connaît tous, il y a les contraintes environnementales, et puis il y a l'arrivée du numérique. Et l'arrivée du numérique va être un troisième facteur de contraintes sur ces écosystèmes qui sont obligés de se reconfigurer, d'évoluer pour perdurer et continuer à exister demain. Et alors, c'est quoi là concrètement les enjeux du numérique dans un territoire? Qu'est-ce qu'il a à gérer le territoire? Alors, le territoire en soi, c'est pas une entité unique. Tout à fait, ça peut être une ville, ça peut être un département, une région. On va plutôt parler de bassin de vie. Encore une fois, si on regarde le monde du vivant, on ne s'arrête pas à la délimitation administrative. On va regarder comment interagissent les hommes et les femmes entre eux, mais comment ils interagissent avec les bâtiments, comment ils interagissent avec les structures économiques, publiques, associatives, bref, tous les composants d'un territoire de vie. Et le numérique a de fait transformé, chamboulé toutes ces relations, parce que les uns et les autres ont pu faciliter les échanges et ont appris qu'on pouvait tirer profit l'un de l'autre. Juste un exemple très territorial de cette chose-là. Lorsqu'un territoire, donc un bassin de vie, une ville, on va prendre, veut gérer et optimiser la manière de se garer lorsqu'on arrive avec une voiture. On se dit, on fait un parking. Et on va mettre un outil pour pouvoir vérifier si ce parking est libre ou pas libre. Et puis, donc ça, c'est l'aspect
public, secteur public, qui contrôle. Et puis ça fonctionne pas très bien parce que les personnes qui arrivent sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, d'abord ils savent pas où est le parking, donc ils mettent 10 minutes à le chercher. Ensuite, ils ne savent pas si, une fois qu'ils sont rentrés dedans, c'est une fois qu'ils sont dedans qu'ils voient s'il y a des places ou plus de places, et puis ils finissent par ressortir et vont chercher autre part. Et donc il y a une tranche de la population qui est assez demandeuse de ces places de stationnement, qui sont les personnes en situation de handicap, et qui se sont collectivement réunis en se disant mais c'est pas possible, nous on en a assez de tourner pendant des heures pour trouver la place la plus opérationnelle pour être juste à côté, on va dire là, de la mairie, pour aller faire des documents administratifs. Et qu'est-ce qu'ont fait ces collectifs de personnes? Bien, puisqu'on leur proposait des parkings qui étaient très mal référencés sur les sites internet ou autres, et puis qu'ils avaient des informations quant à l'occupation ou à la non-occupation de ces places qui étaient aléatoires, ils se sont organisés avec une plateforme qui est sur un téléphone, un smartphone, et ils se sont dit, à chaque fois que quelqu'un arrive sur un territoire, d'abord il référence qu'il y a un parking handicapé là, et pas à côté, il est bien à cet endroit-là, géolocalisation. Et puis, en deuxième étape, eh bien, je vais renseigner, moi, lorsque je viens me garer, que j'y suis. Et puis, quand je pars, je vais réappuyer sur le bouton pour dire « je n'y suis plus ». On voit bien là que le numérique a transformé la manière de gérer juste la notion utilisation d'un parking des personnes en situation de handicap. C'est un tout petit exemple de cette massification de la transformation des habitudes et des politiques publiques. On voit bien là qu'il y a une puissance publique d'un côté et puis il y a les citoyens de l'autre. Et en réalité, les deux vont interagir pour apporter des solutions. Ça n'est plus qu'un seul acteur qui apporte la solution. C'est collectivement que les solutions sont en train de se mettre en œuvre. Donc, ce que tu es en train de mentionner aussi, c'est que il n'y a pas que l'évolution numérique, mais elle participe ou elle est animée par des attitudes différentes qui sont des attitudes de coopération avec des acteurs qui étaient avant épars et qui maintenant se mettent à coopérer entre eux, donc l'État, les collectivités publiques, les entreprises, les citoyens, qui pour répondre à une problématique donnée, se mettent à fonctionner ensemble. Alors, essaye de se mettre à fonctionner ensemble. L'exemple que je prenais, d'ailleurs, vous pourrez le noter, était séparé. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les citoyens qui se sont organisés entre eux, et de l'autre côté, il y avait la puissance publique, telle qu'elle a toujours appris à faire, qui a essayé d'avoir une autre solution. Donc on n'en est pas encore à ce monde idéal, qui est que les trois acteurs que sont les citoyens, les objets connectés, puisque des capteurs pour renseigner sont des objets connectés, et puis la volonté et la décision publique interagissent, donc public, privé, citoyen, et que tout ce monde-là puisse trouver des solutions les plus optimum, y compris au regard de la dépense publique. Parce que, soit dit en passant, une petite application qui renseigne sur la place est libre ou pas libre, ça coûte rien. Mettre des capteurs partout, sur tous les parkings de la ville, connectés à un système autopiloté par la puissance publique, ça devient un peu plus coûteux. D'accord, donc tu veux dire qu'il y a aussi de l'innovation et de la créativité qui peut être amenée par justement des réponses citoyennes et qui pourrait être mutualisée en termes de ressources pour diminuer les coûts, par exemple. Exactement, c'est ce que j'ai traduit pour vulgariser le fait que avant on avait une puissance descendante, donc on avait un pour tous, donc le décideur s'adressait à tous, mais c'est vrai dans le domaine économique, hein. L'entreprise, elle vend son service à tous ses clients, hein. Et puis ensuite on a eu de la coopération, du remontant, de la participation, donc on a eu ce tous pour un vers la puissance publique, et aujourd'hui on a un tous pour tous, de façon transversale, c'est les citoyens avec les citoyens. Et il faut que ces trois manières de fonctionner cohabitent, c'est pour ça qu'on a un triangle. Donc on est presque en train, si on prend une image très très simple, on avait un triangle, donc cette pyramide, et si on joue sur ces trois branches de ce triangle, bien en fait c'est un cercle. Donc on est en train de passer d'une gouvernance et d'une organisation pyramidale à une organisation beaucoup plus circulaire. Comme l'économie circulaire par exemple. C'est aussi cette image-là qui est reprise. Alors tout à l'heure, tu as parlé de ton engagement politique et de ton intérêt pour des projets de société ou en tout cas des valeurs de société. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu as envie le plus de porter? Eh bien, ce qui me semble principalement aujourd'hui inquiétant, c'est le manque d'appropriation de ces mutations à l'œuvre aujourd'hui avec le numérique de la part des décideurs, et notamment des décideurs politiques. Puisque la société
fonctionnent avec des règles de bien vivre ensemble. Et ces règles-là, ce sont les politiques qui les tiennent. C'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement, si on prend le système français, avec une gouvernance et un exécutif. Eh bien, tous ces gens-là, aujourd'hui, pour une grande majorité d'entre eux, n'ont pas vu arriver ou ne mesurent pas l'implication du sujet numérique dans tous les secteurs de la vie quotidienne des gens, et donc dans tous les secteurs de compétences politiques. Aujourd'hui, le numérique est encore perçu comme un objet technique qui est mis de côté avec des objets, avec des problématiques techniques. On fait des infrastructures, donc techniques. On met ce que j'appelle des poteaux et des tuyaux, donc on met de la fibre et puis... on fait du hard, quoi. On a bien vu, il y a eu des tas de plans pour le faire. En revanche, l'utilisation dans le quotidien, tel que je l'évoquais tout à l'heure, mais les transformations de ces modèles, une nouvelle façon de fonctionner, ça n'est pas pris en compte dans tous les champs. Et puisqu'elle n'est pas prise en compte, on ne peut pas, si on ne sait pas là où on va, ou les dangers de là où on pourrait aller, on ne peut pas, en tant que décideur politique, public, encadrer, ou en tout cas donner les voies de la direction dans laquelle on ne souhaite peut-être pas aller. Donc il y a, dans toute transformation, mutation profonde, il y a plusieurs directions qui peuvent être projetées. Le mieux serait que l'on ait au moins une idée des différentes directions et que l'on puisse éventuellement supprimer celles qui nous sembleraient ne pas correspondre à la société dans laquelle on souhaite voir vivre nos enfants. Alors, merci pour la transition. Donc, la rubrique pour laquelle je t'ai invitée, c'est « Quel avenir pour l'humanité ?» Donc, le postulat, c'est de dire, voilà, il y a des grandes pistes qui sont en train de se dessiner pour notre humanité, et relativement peu de politiques qui s'en saisissent, c'est-à-dire qui voient la portée politique de cette évolution-là. Elle est plutôt gérée au coup par coup par des entreprises qui produisent des biens et des services, mais quand même plutôt des produits, et qui vont du coup pousser des éléments techniques, des solutions, des numériques ou autres, ou qui vont aller vers par exemple des êtres humains augmentés, etc. Mais il n'y a pas la vision de mais on veut quoi comme être humain, on veut quoi comme terre, on veut quoi comme rapport au bien commun, et on veut quoi pour nos enfants de demain. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est toi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu souhaites, comment, voilà. Dis-moi. Alors, ce que je vois est peut-être ce que je ne souhaite pas. Parce que ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse tous vivre en bonne intelligence dans les années à venir. La question est comment, et je crois que très peu d'entre nous peuvent écrire aujourd'hui le livre blanc de ce que sera la vie dans 50 ans, ou dans 100 ans, ou dans 200 ans. En revanche, il y a des écueils que l'on peut déjà aujourd'hui noter et qui sont liés à ce qui vient d'être évoqué. Une surenchère avec des guillemets, gadgets. Ça marche, on peut faire, on le met en place. Donc on va mettre en place un certain nombre d'outils sans savoir ou sans mesurer ou sans vouloir mesurer les conséquences peut-être à moyen et long terme. Et puis il y a toute l'immense technique qui est mise au service de l'immédiateté, du bien-être de l'individu ou du prolongement de la vie de l'individu. Et c'est là-dessus que je voudrais, parce qu'on pourrait balayer énormément de champs, moi je préfère balayer celui de la santé. Si on prend l'homme de demain, c'est certainement un homme ou une femme, dont la durée de vie est prolongée. Elle est prolongée parce que les techniques aujourd'hui permettent de réparer. Permettent de réparer, ne serait-ce que vous connaissez les imprimantes 3D, on voit qu'il y a énormément de progrès qui sont faits dans la capacité à réaliser des objets qui peuvent être qui peuvent compléter ne serait-ce que le squelette ou même remplir des fonctions des organes du vivant qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc aujourd'hui, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est l'imprimante 3D qui nous l'autorise. Les nanotechnologies sont aussi dans une vocation de guérison ou de prolongation de la vie des hommes et des femmes. Et donc tout cela va dans un sens bénéfique pour l'être humain. Mais si on va encore plus loin, il faut aussi se poser la question de qui pourra se payer, qui pourra financer ces prothèses, ces compléments,
voire même des compléments d'intelligence. On a des études qui montrent que la progression du QI, depuis qu'on sait le mesurer ou qu'on a commencé à le mesurer, n'a été que progressif jusqu'à il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, ça n'a plus véritablement progressé. On pourrait très bien imaginer qu'un nouveau saut en avant pourrait être fait parce qu'on a aujourd'hui, on sait le faire, des capteurs et que avec, comme on va dire, une banque mémoire externalisée, vous savez, c'est quand vous avez votre disque que vous mettez en plus parce que l'ordinateur est full et qu'on rajoute de la mémoire supplémentaire, on pourrait très bien se dire, je rajoute pour tout individu une capacité mémoire supplémentaire, un hyperprocesseur pour aller plus vite. Et on va y arriver. Et c'est déjà en cours. Enfin, il y a quand même aujourd'hui un tas de systèmes qui le démontrent. Donc, un des dangers de cette volonté d'avancer sur cette haute technologie pour performer l'homme, c'est aussi de se dire que qui pourra se le payer? Qui pourra financer demain ces êtres supérieurs, augmentés, par rapport à ceux qui seront natifs? Et ça, c'est un danger. Donc, premier sujet sur lequel il faut réfléchir, c'est est-ce que cette capacité technique qui est la nôtre aujourd'hui de prolonger ou d'améliorer l'homme sera équitablement répartie dans le monde et même dans notre pays? C'est une question que je crois être importante à souligner parce que vraisemblablement, la réponse sera non. Vraisemblablement, ça sera non. Et donc, on se dirige peut-être, si on prend ce constat-là, on se dirige peut-être vers de nouveau un clivage qui est économique, mais qui va même plus loin. C'est-à-dire que, de fait, on a deux types de populations. On a ceux qui vont rester dans la préhistoire qui est la nôtre aujourd'hui, vous et moi, qui sommes natifs, enfin, il me semble, et puis ceux qui, demain, seront cette élite qui est plus, qui pense plus vite, qui réfléchit plus vite, qui a une durée de vie plus longue, qui est augmentée dans un certain nombre de capacités. Ça, c'est un vrai sujet. Donc le sujet de la santé et de l'amélioration de notre corps, de notre capacité, est importante parce qu'elle interroge l'ensemble de la population du monde sur son évolution. Et je crois qu'il faut aussi que les politiques se projettent vers ce demain pour savoir où sont les règles qui doivent être mises en place dans la mesure où la technique, elle, ne s'arrête pas à la volonté du politique. Mais surtout, ça pose des problèmes d'eugénisme évidents. Il suffit que l'intention soit mauvaise pour qu'on ait un possible dérapage. Donc du coup, qu'est-ce qui peut être fait au niveau politique pour qu'il y ait une sensibilisation plus généralisée sur ces questions-là? Ça, c'est un premier point. Donc peut-être que c'est le cas, peut-être que tout le monde a cette conscience-là. Donc juste à vérifier. Et deuxièmement, si la conscience est partagée, quels sont les moyens que les politiques peuvent avoir pour piloter, puisque là on est dans le monde économique qui décide. Ceux qui ont les moyens financent ces entreprises qui elles-mêmes leur apportent des réponses. Donc voilà les deux questions. Est-ce que la classe politique dans son ensemble en a conscience? Et deuxièmement, quels sont leurs moyens pour réagir? Alors, est-ce que la classe politique dans son ensemble, je le disais tout à l'heure, en a conscience? Non, pas dans son ensemble. Certains en ont naturellement conscience, fort heureusement, sauf que c'est un débat que nous avons très régulièrement avec Gilles Bavinet, en l'occurrence. Moi, je pense qu'une cinquantaine en ont conscience. Lui, il pense qu'il y en a beaucoup moins. Bon, on va pas se battre sur les chiffres. En tout état de cause, il y a 618 000 élus en France, à tout niveau. Qu'on soit à 50 ou même à 100, parce que je suis plutôt optimiste comme personne, on est quand même loin du compte. On est loin du compte parce que ça reste un sujet qui paraît très compliqué parce que technique. Donc on se dit, ça c'est l'affaire des techniciens. Mais non, surtout pas. Surtout plus. Ça n'est pas un sujet de technique. La technique est là pour répondre à un besoin. Il y a une ambition de la société. Donc il faut impérativement que ces sujets-là soient traités dans le monde politique et ne restent pas que traités dans le monde scientifique et technique et des entreprises économiques également. Ça doit devenir une réflexion collective. On est très loin du compte. Parce que la préoccupation immédiate majeure actuelle, partagée quand même par de nombreux États, la France n'est pas la seule, ça reste l'économie. Ça reste l'emploi.
Et pourquoi est-ce que plus on avance et plus ça devient prégnant? C'est aussi parce que la manière de travailler, avec tous les sujets, est-ce qu'on regardait la mutation sur le sujet de la santé et sur l'homme en lui-même, mais c'est comment l'homme évolue les uns avec les autres et quel est son rapport au travail, à l'employabilité. Quand on parle des robots, du numérique, c'est aussi tous ceux qui font demain ce que les hommes font aujourd'hui. Alors pendant très longtemps, on a expliqué ce qui est tout à fait juste. C'est juste une mutation, une transition de travail, enfin d'emplois précédents vers de nouveaux emplois. Or, quand même, bilan, on se rend bien compte que la machine, elle va plus vite. Donc c'est pas un individu qu'elle remplace, c'est beaucoup d'individus. Elle consomme moins d'oxygène, puisque nous on respire. Elle mange moins, donc elle consomme moins aussi d'aliments, et on sait que la planète était exiguë par rapport à sa capacité à nourrir l'ensemble de nos peuples. Donc la logique emploi-travail a pris le pas sur la logique de survie de la société, parce qu'on a regardé juste l'échéance immédiate, qui est comment le monde économique continue à exister, de manière historique par rapport à comment il fonctionnait avant, sans se dire mais comment est-ce on pourrait imaginer qu'il fonctionne demain. Et donc ça ramène aussi une autre question auquel le politique ne répond toujours pas, qui réfléchit à l'emploi alors qu'on devrait réfléchir au travail. Alors, par rapport à ça... Et donc là il y a des réponses politiques, ce que vous me demandiez tout à l'heure, mais quelles sont les réponses politiques que pourrait apporter le politique ? Il doit d'abord apporter une réponse aujourd'hui immédiate, qui est de se dire, prise de conscience, les modèles ont évolué, les modèles changent, ils évoluent aussi dans le monde économique et dans le monde du travail. La préoccupation majeure de nos concitoyens est l'accès au travail pour pouvoir évoluer, se nourrir et s'informer. Donc, comment est-ce que j'appréhende ce nouveau sujet? Et là, on est encore loin du compte, parce qu'on continue à prendre les anciens modèles, en essayant d'y mettre une pastille supplémentaire, en espérant qu'ils vont fonctionner dans les nouveaux modèles. C'est pas possible, il faut changer de modèle. Ah mais c'est clair, si on prend des objets pour rendre compte de ce qu'on dit, on avait jusqu'ici majoritairement le monde du salariat, c'est-à-dire le monde du travail égal les salariés à part des statuts autres comme commerçants, chefs d'entreprise et autres. Mais enfin, en gros, on avait cette logique-là de le travail apporte un salaire et tout tourne autour de ça. D'ailleurs, si on n'est pas salarié, on est quand même plus embêté qu'autre chose. Sauf que on a de moins en moins, enfin c'est une évidence, on a plus de personnes et on a une offre d'emploi qui rétrécit. C'est une évidence, c'est pas compliqué ça de voir ça. Donc toujours vouloir répondre en disant on va retrouver du plein emploi, c'est juste un rêve pour rester avec des termes polis et positifs. Donc la question n'est pas de rester dans cette équation travail et salaire, c'est de dire on a d'un côté de l'activité, donc on a des choses à produire, à faire, à réaliser. On a de l'autre côté des richesses, après à voir où elles sont concentrées, et qui sont à répartir pour que les êtres humains, puisqu'on sait qu'en termes de robots, on sait qu'on a des drones et autres qui vont remplacer au moins 3 millions de robots vont arriver, qui vont remplacer non pas 3 millions de personnes, mais sans doute beaucoup plus. Donc on va avoir une population qui est toujours en augmentation, que ce soit en France ou ailleurs, qui va devoir s'occuper, ça c'est une chose, donc ça c'est une façon de répondre sur l'activité, comment on s'occupe, et de l'autre côté, comment on gagne de l'argent pour vivre. Donc on a les deux éléments qui sont là, et si on ne dissocie pas les flux financiers, donc la circulation financière, et de l'autre côté l'activité des humains, et qu'on ne repense pas ce modèle-là dans sa globalité, on va pas y arriver. Donc c'est vrai que cette logique, on va faire, on sort du chômage, on trouve de l'emploi, etc. Ça c'est caduque. Alors ça veut pas dire que ça n'existera plus, mais ça deviendra complètement minoritaire. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de débats autour du revenu de base, par exemple. J'ai pas dit que c'était la réponse miracle, mais ça peut en être une. L'idée étant de repenser ce modèle-là. Et donc on va garder cette idée-là, mais pour moi, c'est des poupées russes. C'est-à-dire que cette question-là s'intègre à la question précédente. C'est-à-dire si on ne sait pas vers quel type d'humanité on va, si on ne sait pas quelle est l'humanité qui va avoir du pouvoir, on ne sait pas non plus comment les autres décisions en dessous vont être prises. Alors que les politiques se focalisant sur un court terme, que je respecte et je comprends, parce que c'est la pression des citoyens
qui les élisent, qui veulent des réponses là-dessus, on ne met pas au bon endroit les priorités. Alors, je dirais oui et non. Parce que oui, il faut savoir vers quelle humanité on veut se diriger pour trouver les moyens d'aujourd'hui, sauf que si on ne met pas les moyens aujourd'hui, on n'aura même pas cette humanité-là. Donc on aurait toujours pu y réfléchir, mais on ne l'aura pas. Donc en fait, on est obligé, en étant politique aujourd'hui, de travailler sur les deux chantiers. On ne peut pas se dire il faut d'abord résoudre l'un pour voir l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible parce que le temps passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un arrêt sur image, comme dans un livre ou dans un projet, on se dit j'arrête, je réfléchis à l'objectif et je vais chercher les moyens après. Le temps, il s'écoule. Non, j'entendais pas que c'était forcément mais c'était simplement qu'en focalisant sur l'un sur l'autre. C'est la complexité du politique aussi, qu'il faut peut-être parce que j'étais un petit peu dure tout à l'heure, alors je reviens dans l'autre sens. Pour le vivre et là-dessus, il faut quand même prendre conscience que c'est extrêmement difficile. Qu'avec même la bonne volonté et même la bonne compréhension qu'on peut avoir de l'existant, sachant que personne n'a, encore une fois, la boule de cristal pour savoir où est-ce que précisément nous serons. Même si on a tout cela, il y a quand même ces deux effets qui sont parfois en ciseaux, qui sont d'essayer de définir un objectif, ou en tout cas des lieux communs où on ne souhaite pas aller, où on ne souhaite pas emmener la société, tout en trouvant les moyens de répondre à l'immédiateté de la difficulté actuelle. Et là, c'est-à-dire on met les moyens avant d'avoir défini les objectifs, ce qui est absolument incompatible avec toute organisation qui se respecte et qu'on apprend à l'école, sauf que on n'a pas un arrêt sur image du temps qui passe. La Terre continue de tourner, les gens continuent de respirer, de vivre et de manger et d'agir, et donc on est obligé d'apporter des réponses tout de suite. Le mieux serait de pouvoir les apporter de façon agile, c'est-à-dire en se mettant dans une posture d'adaptabilité de toute nouvelle politique publique. La meilleure réponse, on me demandait tout à l'heure, mais quelle est la réponse politique qu'on peut avoir? Il n'y en a pas une, il y en a certainement plusieurs. Une manière de faire qui n'est pas suffisamment utilisée en politique, c'est l'agilité. Dans notre système politique, on met un cadre, on ferme bien à double tour, on met bien les cadenas, et on se dit, rien ne doit dépasser du cadre. À partir du moment où on fait ça, on prive les décisions agiles, qui pourraient sortir du cadre pour justement permettre cette adaptabilité, d'émerger. Et parce qu'on continue à réfléchir de façon politique avec des normes, des règles, des cadres, on verrouille tout parce qu'on a peur, parce qu'on ne connaît pas, parce que devant, ça paraît trop compliqué à comprendre. Donc on se protège et on se barricade. Donc la première réponse politique, je dirais, à apporter, c'est surtout de décadenasser, de se dire que tout n'est pas le pire, il peut aussi y avoir le meilleur, et de travailler de façon itérative, avec agilité, en regardant ce qui fonctionne et en prenant, à partir de ce qui fonctionne, des mesures qui pourraient correspondre à la grande majorité. Aujourd'hui, c'est pas ce qui se fait. C'est quoi décadenasser? Décadenasser, c'est éviter de pondre, d'imposer des lois, des règles, des normes qui sont attention, danger, ça on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Et on ferme tout ça à double tour et on peut plus bouger. Donc de fait, il y a un autre système qui se met à côté, qui est en dehors de ce cadre et qui pourrait aller beaucoup plus loin et aller vers une humanité qu'on n'aurait pas souhaitée. Alors que si on mettait non pas ce cadre extrêmement verrouillé, mais des politiques d'agilité qui seraient en capacité d'évoluer et de s'adapter, on pourrait accompagner et à chaque fois réorienter ce qui nous paraît, en tant que politique, non conforme à l'éthique ou à la société dans laquelle on a envie de se projeter. Aujourd'hui, dès qu'on a peur, on met une loi. De ce point de vue, la loi sur le renseignement. On se dit, attention, danger, terrorisme, total, on file un droit colossal au pouvoir politique, en dehors du pouvoir juridique, administratif, qui est celui de la règle de droit, et on dit, puisqu'il y a une poignée de terroristes, on va surveiller tout le monde. Sauf que c'est encore pris par des gens qui n'ont pas regardé comment ça fonctionne. Les terroristes, ça fait bien longtemps qu'ils ont, contre l'arme fatale de l'État, ils ont mis les masques à gaz, et ceux qui n'ont pas les moyens de mettre les masques à gaz, c'est vous, c'est moi, ce sont les gens qui sont des agitateurs de conscience et qui, eux, sont susceptibles d'être sur le feu de cette vigilance. Donc on voit bien là qu'on met une loi qui n'a rien à voir avec l'objectif, parce qu'on n'en connaît pas
la portée technique, et parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc on ferme tout en espérant qu'il n'y aura plus de fuite. Mais bien sûr qu'il y en aura. Il y en aura là comme il y en aura dans d'autres sujets éternellement. C'était le cas de la loi Hadopi. Ça n'est pas en fermant les robinets qu'on avance vers les mutations qui sont en cours. Et donc si les cadenas, pour revenir sur si ces cadenas restent verrouillés, le système passera à côté. Et là, c'est là où il y a le danger. Sauf que pour faire bouger ça, on a quand même un système fonctionnaire, donc avec tous les avantages que ça a, mais avec quelque chose qui est aussi relativement figé et lourd. On a la partie législative, effectivement. On a des hiérarchies très importantes qui participent à ces lourdeurs-là. Donc, comment arriver à faire bouger tout cet énorme système qui a sa fonction, enfin cette bureaucratie a eu sa fonction, sauf qu'elle a une forme qui est sans doute assez obsolète par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, parce que qui dit mutation agilité dit effectivement des structures beaucoup plus souples. Donc il faudrait des structures comme des PME bureaucratiques, quoi, en fait. Là, pour le coup, c'est quand même l'objet de la décentralisation. Si on prend le sujet très politique de la chose, enfin, en tout cas administrative et républicaine. La décentralisation, 82. Donc c'est pas hier, elle n'a pas attendu 2015 pour se dire que c'était un moyen de se réformer ou de se réorganiser. La décentralisation de 82 a pour objet justement d'aller au plus près et de rechercher une efficacité. Sauf que, en faisant ça, on n'enlève pas cette couche extrêmement lourde qui vient d'être évoquée, qui est celle de l'administration d'État. Donc en fait, il y a une volonté de décentraliser et de faire comme les entreprises avec des start-up, lorsqu'elles ne peuvent pas innover parce qu'elles sont trop lourdes et trop massives, elles vont chercher auprès des start-up l'agilité qui leur manque. L'État peut faire la même chose, il peut aller chercher auprès des régions, des territoires, l'agilité qui lui manque. Sauf que le système au-dessus reste, lui, massifié et a beaucoup de mal à entamer ou à aller vers cette réorganisation. Cela dit, depuis à peu près 5 ans, la réorganisation est en cours. Elle est lente, elle est douloureuse, elle se fait avec un statut du fonctionnaire qui a été rappelé tout à l'heure, qui est à la fois garant de la continuité de l'État, mais qui en même temps, en contrepartie de cela, qui est important, qui en même temps met tout à chacun dans un confort qui ne l'oblige pas à la mutation, qui ne l'oblige pas à cette agilité dont nous devons collectivement faire preuve. Donc naturellement là, il y a une difficulté qui n'est pas liée à la volonté de faire. C'est ça qui est important à noter. C'est pas qu'il n'y a pas la volonté de faire. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut aller vers plus de décentralisation parce que plus d'agilité, même si on n'a pas tout compris à la mutation numérique, ça c'est quand même rentré dans l'ère de l'appréciation collective. Ce qui reste encore sclérosé aujourd'hui, c'est cette difficulté d'assurer et à la fois la pérennité du système et donc là, ce qu'on appelle la continuité de l'État, donc le maintien d'un statut de fonctionnaire qui préserve de la valse politique, parce que c'est ça, tout en introduisant les doses d'agilité nécessaires pour le réformer de l'intérieur. Et donc la seule manière qui est opérante aujourd'hui pour le faire de façon structurée, c'est d'aller chercher de façon éclatée dans les territoires. Et donc la décentralisation a aussi pour objet d'apporter ce qui fonctionne d'un territoire. Quand je dis territoire, c'est pas nécessairement que la région. Ça peut être le tout petit territoire, la ville, un département, une intercommunalité, donc une région, et de se dire ça fonctionne, cette agilité-là, elle a su dépasser ce fameux cadre, elle s'est adaptée, elle a contourné et elle a trouvé des solutions. Et en général, elle l'a trouvée pas toute seule. Elle l'a trouvée avec la population, elle l'a trouvée avec les citoyens. Et c'est parce qu'ils ont su faire, et pour reboucler à mon propos précédent de départ, c'est parce que cette décentralisation permet la mise en œuvre de ces écosystèmes avec les citoyens, avec les associations, avec le secteur privé, qu'il devient agile, qu'il apporte des solutions que l'administration centrale n'aurait jamais pu apporter. Et du coup, ces agilités de réflexion et de dispositifs sont en train d'innerver l'administration centrale. Il faudrait que ça aille plus vite avant que les citoyens en aient assez
que rien n'avance comme il le souhaiterait. Ce que je vois aussi dans ce qui vient d'être dit, c'est que la dynamique de la mutation au sens biologique, on est quand même, en général, il y a mutation quand il y a contrainte. Et donc, ça veut dire que face à un mur ou face à un précipice, les organismes ou les gens bougent. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la question économique qui fait que le modèle que nous avons aujourd'hui ne peut pas perdurer. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que ça va dans le mur. Et là, ce que j'entends, c'est finalement, quelque part, ça va être un peu provocant ce que je vais dire, mais il faudrait presque que tout le monde devienne auto-entrepreneur, d'une certaine manière. Ce que je veux dire, c'est que on a une incohérence sur le fond, mais vous, mais c'était Elodie, les auditeurs, c'était juste de dire qu'on peut avoir une certaine inertie liée au confort. Et donc, plus on a de confort, plus on a de l'inertie, plus on le recherche. Et en même temps, on a précisément aujourd'hui besoin d'agilité. Et certains statuts ne confèrent pas les qualités à l'agilité. Alors, oui, c'est la contrainte, c'est parce qu'il y a le précipice, c'est parce qu'il y a incapacité de fonctionner comme avant qu'on est obligé de fonctionner différemment. Bon, là-dessus, c'est la palissade. Rien de très compliqué. Maintenant, il y a effectivement des structures, des individus, des organisations qui subissent moins la contrainte. Et c'est parce qu'ils subissent moins la contrainte qu'ils mettent plus de temps à opérer leur mutation. L'État, on en est d'accord, il subit moins la contrainte. Quand il n'y a plus de sous, il va chercher dans l'impôt. De ce point de vue-là, on va dire qu'il subit moins la contrainte. Nous, dans nos foyers, quand il n'y a plus d'argent, on ne va pas chercher dans la poche du voisin. Ou sinon on va en prison. Donc en général, on ne le fait pas. Donc obligatoirement, la contrainte économique, les individus la vivent de plein fouet. Les entreprises, c'est pareil. Les entreprises, qui sont des systèmes organisés au même titre que l'État, avec des tailles différentes, subissent la contrainte. Et donc ils sont bien obligés de trouver des solutions pour s'adapter. Parce qu'ils ne peuvent pas lever l'impôt, eux. Bon. Donc naturellement que le système dit administratif, étatique, on va dire public dans sa grande majorité, est le dernier écosystème à pouvoir à entamer cette mutation profonde, parce que c'est celui qui a naturellement été le plus longtemps possible préservé, protégé de la contrainte. Donc bien sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. De la même façon que sur des territoires, parce que c'est toujours plus facile de regarder au microscope et de voir comment ça fonctionne, parce que quand on a compris comment ça fonctionne avec le microscope, on peut après comprendre comment fonctionne l'ensemble. Et quand on regarde sur un petit territoire, on se dit, il y a la contrainte d'un système qui n'arrive pas à évoluer, puis il y a des gens, des citoyens qui, eux, ont envie d'avoir les solutions dont ils ont besoin, puis il y a des entreprises qui, elles, ont des réponses, mais le secteur public ne les reprend pas, ou ne les voit pas, ou ne les comprend pas, bref. Eh bien, c'est de là que vont sortir des vraies réponses. Et ça n'est pas le système d'auto-entrepreneur, c'est pas celui-là. Moi, je préfère parler de co-citoyenneté active. C'est-à-dire que chacun va être de plus en plus responsabilisé, chaque individu, mais chaque structure aussi. Le secteur privé aussi doit être responsabilisé de la société dans laquelle elle évolue elle-même. Donc il y a une responsabilisation individuelle, personnelle ou portée par des organisations, qui oblige à une action non plus individuelle, mais collective. Donc on est rentré dans un système de co-citoyenneté active en prenant conscience qu'on est tous citoyens, une structure est aussi citoyen. Tous citoyens et donc tous interagissant sur un objectif commun. Et que s'il y en a qui tirent à droite, d'autres qui tirent à gauche, d'autres qui tirent en bas et d'autres qui tirent en haut, on n'y arrive pas. Et donc cette co-citoyenneté active, on ne peut l'observer aujourd'hui que sur des mini-territoires, donc des petites configurations, parce que il y a une pression qui est encore plus forte sur ces lieux-là qu'on l'a sur les grandes entreprises ou sur les grands systèmes publics. Donc on avait parlé au début de coopération, et là c'est un petit peu la même chose en incluant la responsabilité et l'engagement quelque part dans cette co-responsabilité citoyenne. Donc comment faire pour que ça se généralise, cette piste-là ? Alors, est-ce qu'il faut une action pour la généraliser ou est-ce qu'elle se généralisera toute seule ? La question aussi est là. C'est-à-dire qu'il y a des grandes tendances qui font qu'aujourd'hui, de plus en plus, et
la mobilité, enfin le fait d'avoir un smartphone et donc avoir un accès au monde entier, mais aussi à son voisin et avoir accès aux services et à la connaissance, a accéléré cette forme de responsabilité. Et ça, c'est pas le pouvoir public qui a défini. Pas le pouvoir public qui a dit je vous demande tous d'avoir un téléphone dans votre poche. Il a même, pendant très longtemps, dit au système scolaire et aux jeunes, surtout n'en ayez pas, c'est très dangereux, vous auriez une connaissance extérieure qui ne serait pas celle académique qu'on vous donnerait dans le sacre-saint de l'école. Passons ce sujet-là. Mais c'est une réalité. Pendant très longtemps, on s'est dit, on ne peut pas contrôler, donc c'est dangereux. Bon, le raz-de-marée a fait que ça reste incontrôlable. Et pour autant, qu'est-ce que ça a donné? Des émergences de formes de solidarité, de formes d'agilité pour répondre à des problématiques, de recherche de mutualisation, parce que la contrainte économique est là, ben on va faire autrement. La contrainte écologique est là, ben on va faire du recyclage, on va faire autrement, et etc., etc. La contrainte de l'emploi aussi, c'est que on va demain avoir cette mobiquité, comme on dit avec le téléphone. Je suis en train de vous parler là maintenant, mais en même temps, j'ai mon téléphone dans lequel je vais répondre à mon travail, mais aussi à mes engagements politiques, et tout ça au même endroit, dans le même lieu, et sur la même personne. Et donc j'empile 3, 4, peut-être même plus pour certains, attributions qui forment ma vie et qui sont ma vie professionnelle, ou en tout cas ma vie d'engagement. Et dans les deux cas, je n'ai pas dit, je fais 100% de l'un, 100% de l'autre, 100%. Je suis plus agile dans mon quotidien. Eh bien, les salariés d'hier, et donc les travailleurs de demain, auront certainement différentes missions, différentes implications dans des sujets différents. Est-ce qu'ils seront auto-entrepreneurs? En tout cas, ils seront responsables d'avoir plusieurs activités rémunérées ou liées à l'échange, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la monnaie virtuelle est une forme de vie différente sur des territoires modestes, mais qui sont liées à l'échange. Tout cela sont des différentes façons de voir l'activité, pour ne pas dire travail ou emploi, l'activité qui permet de vivre et d'avoir une société différente. Alors, comme mot de la fin, ça serait quoi la vision différente du monde de demain? C'est certainement un monde dans lequel la technologie est beaucoup plus présente, mais où elle garde sa place, à savoir celle de la facilitation, celle de l'apport collectif, et qu'elle reste vigilante quant aux deux mondes qui pourraient en découler. Et je crois que ce monde-là peut nous apporter le meilleur, comme il pourrait aussi nous apporter le pire, d'où l'intérêt d'en prendre conscience aujourd'hui. Donc elle reste un moyen et pas une finalité. Ça n'a jamais été une finalité. Ça a toujours été un moyen. J'écris dans cet ouvrage « L'élu face au numérique », j'écris « Ça n'est pas la technologie qui changera le monde, mais ce que les hommes et les femmes choisiront d'en faire. Et si on ne choisit pas, c'est le système qui choisira pour nous, et il va choisir la forme la plus optimisée, parce que l'algorithme a été programmé pour ça. La voie de l'optimisation, c'est peut-être pas la voie que l'homme a choisie pour bien vivre. On a parlé à un moment donné des lois qui sont souvent une réponse à la peur et qui viennent un peu étrangler des initiatives citoyennes, qu'elles soient individuelles ou collectives. Alors ça, c'est quand même en plus très franco-français. Donc en France, on met le cadre d'abord, on essaye de regarder tout ce qui pourrait arriver pour l'empêcher. Donc on fait des lois qui sont nativement basées sur le fait d'empêcher toute dérive par rapport à l'objectif, si tant est que l'objectif soit bon. En Angleterre, par exemple, on ne fonctionne pas de la même façon. On va mettre un objectif et on va laisser, donc c'est cette fameuse liberté du marché dont on entend parler à une époque, mais c'est pas que celle de la liberté du marché, c'est aussi celle des individus. On va laisser, et au fur et à mesure qu'arriveront des comportements anormaux, il y aura contrainte. Mais on attend qu'ils arrivent pour légiférer. En France, non. En France, non. C'est comme lorsque vous avez votre contrat d'assurance. Vous avez un contrat avec 10 000 pages pour vous expliquer qu'au cas où, dans cette situation-là, plan A, petit alinéa B, vous aurez telle contrainte. Et en fin de compte, quand vous le lisez, vous finissez par comprendre que dans tous les cas de figure, vous allez pratiquement jamais être remboursé parce qu'il y a tellement de contraintes que... Eh ben, le texte de loi, c'est pareil.
On essaye d'imaginer, le législateur essaye d'imaginer tout ce qui va pouvoir éventuellement arriver pour remettre ce fameux cadenas, pour donc encadrer tout cela. Donc, nativement, un jour, on m'avait interrogé sur ce que je pensais de l'innovation dans le secteur public. Et j'avais répondu, mais c'est antagoniste. On ne peut pas parler d'innovation parce que l'innovation s'appuie justement sur le fait qu'il n'y a pas de règles et qu'on va pouvoir les inventer. Or, en France, on a une réglementation qui commence d'abord, avant même qu'ait vu le jour, la fameuse utilisation, le service, le produit ou le questionnement. On met d'abord une loi. En fait, on est d'abord dans une hyper-protection. Et ensuite, on réfléchit à savoir si elle était utilisable ou si, ça c'est le jeu du décret. Vous savez, il y a la différence entre la loi et le décret. Bien souvent, on se rend compte qu'elle est juste inapplicable. Donc les décrets d'application ne peuvent pas être mis en œuvre parce que c'est pas possible. Donc on a pensé tellement de façon restrictive la loi qu'en réalité, même celle-ci, elle peut même plus être appliquée. Donc vous imaginez bien que tout le reste derrière ne peut pas arriver. Donc la problématique réelle, mais là c'est vraiment français, c'est que nous avons un empilement législatif qui date du code napoléonien. Vous savez qu'on n'a jamais enlevé de loi. Hein. On en met, hein, parce que chaque nouveau ministre, il faut qu'il y ait une nouvelle loi, parce qu'il faut qu'il porte son nom. Ça, c'est aussi une problématique de notre structure, de notre organisation. Donc à partir du moment où ça s'appelle pas la loi 5312 L 225, mais la loi X, évidemment, il y a une surenchère. Donc on met des lois, on ne se préoccupe pas suffisamment de ces modalités d'application, donc de ces décrets, et bien souvent, elles restent inapplicables, mais on est sécurisé, on a essayé d'envisager en amont tout ce qui pourrait arriver. Or, dans le sujet qui nous préoccupe, on ne peut pas. Ça veut dire que donc il faudrait aussi assouplir les représentations de ceux qui votent, c'est-à-dire des 3 assemblées, principalement? Non, il faudrait principalement réfléchir à des évaluations de lois. Nous, on fait des lois, c'est pour ça que je vous mettais le code napoléonien. On fait des lois, elles sont inscrites dans le marbre, on n'y touche plus. Il faudrait instaurer, comme le fait la Commission européenne, des lois évaluatives. Donc on met un cadre de loi, mais on s'autorise à la réviser annuellement ou tous les 2 ans, peu importe. En tout cas, elle est susceptible d'être évaluée. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle répond à l'objectif? Est-ce qu'elle ne répond pas à l'objectif? Et qu'on puisse y toucher. Or, aujourd'hui, une loi est inscrite dans le marbre. Lorsque vous voulez y toucher, ça devient de l'ordre du Conseil d'État limite. Et c'est une telle usine à gaz qu'en réalité, plus personne n'y touche. Et on en fait une autre pour contrer la précédente. Mais on n'enlève pas la précédente. Et ça, c'est réellement un frein à l'innovation de manière générale, mais c'est surtout un frein à ces mutations, parce que nativement, les mutations ne s'inscrivent pas dans ces règles. Et ça veut dire aussi, là, si on regarde, qu'on va jusqu'à faire une modification de la Constitution. On en est là. Il faut s'inspirer, effectivement, de ce qui fonctionne à l'extérieur de notre hexagone. Ça aussi, c'est quelque chose qui reste compliqué. Le benchmarking dans nos institutions est assez peu usité. Il faut quand même savoir qu'il est intervenu. La première fois où on se demande comment fonctionnent les autres, c'est Monsieur Rocard. Monsieur Rocard va se poser la question de savoir comment fonctionnent les autres. C'était hier. Donc on n'a pas cette culture du benchmarking, est-ce que si les autres ont bien fait, on peut peut-être s'en inspirer. S'ils ont mal fait, on peut aussi s'en inspirer, c'est pas la peine de reproduire. Donc cette culture de voir comment ont fonctionné les autres n'est pas native non plus chez nous en France. La preuve, sinon on n'aurait pas eu cette loi sur le renseignement, puisque le Patriot Act, qui est ni plus ni moins que ce qu'on a essayé de faire en France, a démontré de son inefficacité. Et du coup, on reboucle avec le numérique, c'est-à-dire qu'on peut avoir à ce moment-là des facilitations par tous les moyens, les outils et les applications numériques qui peuvent faciliter les benchmarks, trouver des algorithmes qui faciliteraient les recherches, enfin... Les évaluations. La difficulté de l'évaluation, c'est de détenir l'information. C'est ça. Et donc, la notion de big data et la massification des données accessibles aujourd'hui par décroissement judicieux pourrait légitimement apporter et rapidement et sans surcoût extraordinaire une évaluation de politique publique. Encore faut-il bien vouloir se plier à une évaluation des politiques et des lois que l'on a instaurées. Tout à fait.
Mais en tout cas, on boucle bien les différents domaines, c'est-à-dire que quelle vision on peut avoir d'humanité, donc une humanité où il y aurait une place pour tous, si j'ai bien compris, enfin il y aurait une place pour chacun, et où le numérique faciliterait la vie, améliorerait la vie, et permettrait, par exemple, à un État de devenir beaucoup plus agile pour répondre aux mutations qui sont en train de se mettre en place. Une place pour tous et une place pour tout le monde dans le volume. Si on part du principe qu'on augmente le temps de vie de chaque individu, se pose obligatoirement une autre question éminemment sociétale et éminemment politique, qui est la place que notre planète Terre a à proposer à un nombre X d'humains. Alors ça serait une autre question. C'est une autre question. Qui sera aussi à débattre un jour quand on voudra bien se poser la question. C'est la question de notre démographie que beaucoup de dirigeants ne veulent même pas toucher. Et pourtant, on a une planète qui est limitée et on est en expansion permanente. Donc, le numérique va accélérer cela. Parce qu'il répond en partie à la longévité. Parce qu'il répond à de nombreuses possibilités qui avant étaient fermées à l'être humain et qui demain vont être ouvertes. Sauf qu'avec là on rentre dans des caractéristiques anthropologiques. Si nous n'avons plus la menace de mourir tôt, on le voit bien, hein, on a un allongement des temps où les jeunes femmes font des enfants. Donc au début c'était 15 ans, 18 ans, 20 ans, maintenant c'est 40. Et si on a une longévité possible jusqu'à 150 ou 200 ans, en bonne santé évidemment, il y aura de moins en moins le besoin de faire des enfants, puisque à part les raisons amoureuses et l'envie d'avoir un enfant pour un enfant, mais il y a quand même une logique d'espèce qui est primordiale, c'est qu'on veut se perpétuer. Si on sait qu'on le dure plus longtemps, on a moins d'urgence à se perpétuer. Tout à fait. Donc on va avoir des effets démographiques, mais là aussi qui vont être différents selon qui a accès à ces technologies. Pas que démographiques, dans le sens où, puisque le temps de vie se rallonge, en ricochet, le nombre d'enfants par individu diminue et il arrive plus tardivement. C'est une réalité démographique. Il y en a une autre qui est de se dire que dans ce renouvellement que l'on connaît, que l'humanité connaît, nos parents, on ne réagit pas aujourd'hui en tant qu'adultes comme nos parents. Nos parents ne réagissent pas aujourd'hui comme réagissaient leurs propres parents, etc. Donc on voit bien qu'à chaque génération, il y a une appropriation du monde environnant qui est très différent et qui permet d'accélérer les mutations. Or, il faut aussi se poser la question de la capacité qu'aurait un individu à changer de logiciel, à changer de façon de penser, lorsque ça fait 150 ans qu'il existe. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et là, on rentre. Donc il y a encore un autre sujet qui dépasse même celui de la démographie. Là, on a des éléments cognitifs qui sont un gros problème. C'est est-ce qu'on est capable, nous-mêmes, de changer de mode de fonctionnement, de penser, d'accueillir la pensée de l'autre, d'en faire quelque chose et de penser autrement. Et si on dure 150 ans à penser à la même chose, je suis pas sûre que ça soit très agile. Voilà. Un grand merci. Rien.